Eh bien, le bonjour à tous. On est en direct sur Brut pour vous parler de la gestion des masques par l'État avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme qui sont grands reporters au Monde. Alors, bonjour à vous, messieurs. Bonjour. Bonjour. On va essayer de rentrer dans cette enquête parce que c'est une enquête en 5 parties que vous avez dévoilée dans les colonnes du journal Le Monde il y a de cela quelques jours. Mais tout d'abord, peut-être cette première question, qu'est-ce qui vous a poussé à aller enquêter justement sur cette gestion des masques, on va dire, assez chaotique? Il y a plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est qu'on est dans un journal qui s'est mobilisé entièrement dès le début de la crise du Covid. Et Gérard et moi, on a beau être plutôt estampillés enquêteurs politiques ou spécialisés dans les affaires politico-financières, les affaires de corruption. On s'est dit on ne peut pas rester à l'écart. Donc il fallait qu'on mette la main à la pâte aussi, en apportant, on va dire, notre expertise d'enquêteur, entre guillemets. Et puis il y a eu peut-être un autre aspect aussi, c'est que souvent on a l'impression de faire des enquêtes qui peut-être ne parlent pas directement aux gens. Quand on fait des affaires de fraude fiscale internationale, par exemple, est-ce que chacun peut se reconnaître? Pas forcément. Et là, moi je sais que j'ai pensé, quand j'ai parlé de ce sujet à ma fille aînée, Natacha, et elle m'a dit, mais papa, tu vas peut-être pouvoir faire enfin un sujet qui intéresse tout le monde, ou plutôt plus exactement, qui intéresse chacun d'entre nous. Et c'est vrai que ça m'a fait tilt. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Gérard, mais moi ça a été un déclencheur aussi. Voilà, même principe, hein, c'est pareil, j'en ai aussi parlé à ma fille Lisa, on va parler de nos deux filles, qui en général a un peu de mal à s'intéresser aux aspects politico-financiers, mais là elle a trouvé ça tout à fait intéressant, le côté masque, mais en plus de masque, le côté gestion sanitaire. Et le deuxième truc qui était vraiment très important aussi, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé là-dessus, c'est parce que tout simplement, on a effectivement un background politique avec Fabrice depuis le temps qu'on fait ça. On connaît beaucoup de gens dans le domaine politique, on a un bon carnet d'adresses. Et on s'est dit qu'il était peut-être intéressant de revenir sur cette crise sanitaire et sur la gestion sanitaire de la France à travers le nombre de contacts qu'on avait qui pouvaient nous aider justement à comprendre, à mieux comprendre et à digérer ce qui avait pu se passer. Donc on s'est dit qu'on pouvait avoir une plus-value là-dessus. Alors cette enquête justement, elle est en 5 parties. Ça commence en 2005. Le premier titre, justement, c'est le temps de l'armement sanitaire. Donc on est vraiment 15 ans auparavant, on est loin de cette période justement d'épidémie de coronavirus, mais dans une période justement de préparation où ces questions sont plutôt évoquées régulièrement. Oui, c'est-à-dire qu'il faut remonter à peu près aux années, on va dire au début des années 2000 pour faire vraiment l'histoire très précisément, avec des nouvelles menaces qui apparaissent. Il y a les menaces terroristes, tout le monde bien sûr a en tête le 11 septembre 2001, et d'autres attentats qui étaient prévus ou du moins redoutés, notamment des attentats bactériologiques. Et puis il y a aussi des premières pandémies importantes qui vont arriver, notamment d'Asie, par exemple le SRAS, à partir de 2003 notamment. Et toutes ces nouvelles menaces vont amener les responsables publics, en France en tous les cas, à avoir une réflexion sur le fait de savoir si on était assez protégé ou pas. Il va y avoir deux ou trois personnes importantes au niveau politique. Philippe Douste-Blazy notamment, qui va être ministre de la Santé entre 2003 et 2005, puis ensuite son successeur Xavier Bertrand. Et ces deux ministres, chacun à sa façon, vont estimer que non, la France n'est pas suffisamment armée et on va entrer dans une phase qui va être celle qu'on appelle celle de l'armement, où on va commencer à se doter de moyens pour se protéger au cas où. Il faut bien comprendre que c'est au cas où. C'est-à-dire qu'à l'époque, les dangers sont plutôt abstraits. La France n'est pas frappée par des menaces particulières, hormis la canicule. C'est assez spécifique, mais la canicule de 2003 qui un peu inquiète tout le monde. Mais malgré tout, on n'est pas encore submergé par des menaces de pandémie internationales qui auraient des conséquences comme celles d'aujourd'hui. Mais en tous les cas, on se prépare. Et on va donc commencer à entreposer des masques, des vaccins, mais surtout des masques. Donc ça, c'est 2005-2007. Ensuite, il y a ce qu'on appelle à partir de 2007 le principe de précaution. Alors on est 2007-2010, justement cette période où il va y avoir notamment la grippe H1N1. Donc où là, justement, il y a ce principe de prendre beaucoup de masques, etc. Des stocks qui, à l'époque, avaient d'ailleurs été aussi critiqués par rapport aux dépenses. Donc là, on est sur une autre étape, c'est la gestion d'une crise sanitaire, alors qui, fort heureusement, ne nous frappe pas tout autant que celle du coronavirus, parce qu'on dénombre seulement quelques centaines. Hein. C'était 442 victimes en l'espace de quelques mois, donc bien loin des près de 28 000 qu'on a aujourd'hui en France, déclarés dans les hôpitaux, dans les EHPAD, sans les décès en ville. Et donc, à cette époque-là, il y a l'idée inverse d'aujourd'hui, quelque part. Oui, c'est Roselyne Bachelot qui est au pouvoir, en tout cas qui est ministre de la Santé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au Monde, on a des lecteurs qui sont extrêmement exigeants.
on a souvent employé le terme de principe de précaution, et on a une lectrice qui nous a écrit il n'y a pas très longtemps qui nous a dit qu'il fallait parler du principe de prévention. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, il y avait un principe de prévention qui s'imposait, et qui était qui avait été mis en place donc par Xavier Bertrand, qui avait bien compris le problème qu'il y avait, c'est-à-dire qu'on n'était pas équipé du tout, et qui avait mis en place tout un stock. Il avait créé une structure qui s'appelle l'EPRUS, établissement de préparation de réponse aux urgences sanitaires, et qui était chargé de gérer de manière quasi militaire des stocks nombreux de vaccins, de surblouses et de masques. Et donc on était à plus d'1,5 milliard de masques à l'époque déjà. Et en fait, quand la grippe H1N1 arrive, là on avait un problème de vaccins, donc Roselyne Bachelot va acheter 94 millions de doses de vaccins à des prix extrêmement élevés, ça c'est vrai. Et cette campagne de vaccination va être extrêmement décriée, puisque les médecins libéraux ne seront pas associés, et qu'en outre, peu de Français finalement iront se faire vacciner, et il y aura effectivement relativement peu de décès. Et donc du coup, derrière, le contre-coup habituel, il va y avoir des enquêtes de la Cour des comptes, des enquêtes de sénateurs, et même des enquêtes pénales, qui vont faire que le pouvoir politique va se dire « Waouh, on en a fait trop, on a dépensé beaucoup d'argent pour une crise qui s'est révélée assez décevante, entre guillemets, finalement. Peut-être qu'on en a fait trop, et peut-être que le risque, enfin le jeu n'en vaut pas le risque, entre guillemets. Et que donc on a été trop loin dans le principe de prévention. Et c'est là que la bascule s'opère, et c'est là que le danger s'installe. Et il va y avoir, si je peux préciser sur ce point, des critiques de mauvaise foi qui vont être faites contre, on va dire, la doctrine Bachelot, notamment le fait qu'on va mettre en rapport, et ça il va y avoir des rapports parlementaires, même un rapport de la Cour des comptes, on va mettre en rapport les dépenses qui ont été effectuées, qui sont énorme, il n'y a pas de doute. Alors, suivant les évaluations, on est 600 millions d'euros. Un sénateur parlera, je crois, de 1 milliard d'argent public qui aurait été dépensé. Et on met ça en rapport avec le nombre de victimes, qui effectivement est de quelques centaines. Donc, évidemment, le citoyen moyen, le lambda, se dit, mais enfin, c'est scandaleux. On a dépensé autant d'argent pour finalement une grippette, comme on a pu encore relire récemment au début du Covid. Oui, mais sauf qu'on oublie de dire que les vaccins, ils n'ont pas été jetés tous à la poubelle. Il y a près de 6 millions de Français qui sont vaccinés. Ce qui veut dire donc que si ces 6 millions de personnes, et sans doute les plus fragiles, n'avaient pas été vaccinées, il n'y aurait peut-être pas eu 300 ou 400 morts, il y aurait peut-être eu 3 000 ou 30 000 morts, on ne le saura jamais. Mais donc c'est un peu facile de dire, ah bien oui, mais on en a fait trop, regardez la preuve, il n'y a pas beaucoup de morts, mais c'est peut-être l'inverse qu'il faut dire, c'est peut-être parce qu'on en a fait peut-être pas trop, mais beaucoup, qu'il y a eu peu de morts. Mais ça, à l'époque, c'est pas du tout audible. Ce que va retenir l'opinion publique, parce que la classe politique va se retourner contre Bachelot, c'est délirant tout ce qu'elle a fait, tout ça pour finalement un petit virus qui nécessitait pas cet armement, ce surarmement en quelque sorte. Alors il y a ces vaccins, mais il y a ces masques. À ce moment-là, on a combien de masques finalement On va arriver au plus fort de la crise. On sera à 2 milliards 200 millions de masques à mettre en rapport avec les 117 millions qu'on avait en février 2020. Donc on était à 2 milliards 200 millions de masques, qui étaient des masques censés être en bon état, les dunes, et deuxièmement distribués gratuitement à la population. Donc la population n'aurait pas eu besoin de se ruer dans les pharmacies et de dépenser 95 centimes d'euros par masque. Donc là, on était vraiment bien équipés. Oui, parce que la différence, alors on y viendra sur la période 2017-2020, c'est que aujourd'hui, le coût de production des masques coûte beaucoup plus cher parce qu'il y a l'offre et la demande, et on achète des masques beaucoup plus chers qu'on les aurait achetés il y a quelques mois avant cette crise sanitaire, et des stocks qui auraient été constitués en dehors de période de crise sanitaire. Mais tout à fait, le problème il est double. Si vous voulez, c'est d'abord effectivement le coût du masque. Si vous l'achetez en période de crise, ça triple, en gros c'est ça. Nous on a contacté le premier fabricant historique de masques en France, l'entreprise qui est située dans les Côtes d'Armor, qui s'appelle Pintel, qui nous a dit que c'était pour lui, ça lui coûtait 35 centimes. Et aujourd'hui c'est 95 centimes. Et je ne parle même pas des prix à l'importation quand on se bat avec les Américains auprès des Chinois. Ça, c'est la première chose. Donc, les fabriquer aujourd'hui, ou les acheter surtout aujourd'hui, coûte beaucoup plus cher que si on les avait conservés et continué de les fabriquer nous-mêmes. Et deuxième point, qui est hyper important, Gérard l'a dit, mais j'insiste parce que personne n'en parle, alors que c'est un sujet, à mon avis, hyper important, c'est qu'il était prévu, grâce à ces stocks colossaux, que les masques, en cas de pandémie, seraient mis à la disposition des citoyens gratuitement. Or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il y a certes la bonne volonté de certains élus régionaux qui aussi, parce qu'ils ont des arrière-pensées électorales, mais ils ont le droit aussi d'avoir des bonnes idées, vont faire des distributions gratuites dans le métro ou auprès de leurs administrés. Mais l'État en tant que tel, aujourd'hui, n'est pas capable de donner à ses concitoyens des masques parce qu'il les a dilapidés, tout simplement. Et donc, on exige des Français qu'ils aillent les acheter. Or, pour des petits budgets, c'est un problème. Et ça pose un problème de santé publique parce qu'on ne peut pas exclure que des gens s'interdisent
j'allais dire, d'acheter des masques parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou même, j'allais dire, par principe, parce qu'ils disent, mais quand même, c'est cher, je vais quand même pas payer 1 euro pour un bout de tissu, même pas de tissu de plastique que j'ai jeté 5 minutes après, donc j'ai pas envie de le faire. Et ça pose un problème financier, mais aussi de santé publique, cette impéritie de l'État qui est celle qu'on constate aujourd'hui et qui est choquante au regard de ce qu'on avait prévu il y a 10 ans, où on avait un système qui était organisé pour répondre à une pandémie comme celle-là. Alors dans la chronologie des faits, justement, on évoquait les 2 milliards d'œufs. Comment on arrive à cette situation d'aujourd'hui où justement cette pénurie, il y a encore cette chronologie donc après, donc le H1N1 finalement ça n'arrive pas trop en France, donc ces masques finalement ne sont pas vraiment utilisés, ils restent en stock. Qu'est-ce qui se passe ensuite durant les années suivantes ? Alors il y a une première chose qui est importante à noter, c'est que vous savez en France, on est quand même une république d'experts, donc il y avait beaucoup d'experts qui ont été sollicités pour rendre des rapports. Ces rapports, on les a tous consultés avec Fabrice. Il y a des rapports qui datent de 2005 que Fabrice a exhumés, des rapports confidentiels qui étaient censés le rester, qui sont restés très longtemps, et peut-être trop longtemps d'ailleurs. Et en le sortant, on a bien vu que dès 2005, par exemple, il y avait des experts assermentés qui disaient « les masques sont indispensables en cas d'épidémie ». Voilà, ça c'était clair et précis. Je parle des masques chirurgicaux, pas des masques FFP2, vous savez, les becs de canard là. C'était les masques chirurgicaux, donc à destination de la population. C'était indispensable. Donc il y a tous ces rapports qui arrivent les uns après les autres. 2005, 2009, 2011, 2019. Il y a plein de rapports qui vont être rendus, au moins une dizaine durant ces années-là, qui concluent tous au fait que les masques sont indispensables. Ils disent aussi qu'il faut 1 milliard de masques, c'est le chiffre de base, 1 milliard de masques pour faire face à une pandémie. Voilà, tout le monde s'accorde là-dessus. Après, il y a eu, dans les années 2011 et ensuite 2012, 2013, une évolution de la doctrine qui est très importante parce qu'elle là aussi, elle va poser des vrais problèmes. C'est que concrètement, l'État devait garder à sa charge les masques chirurgicaux, donc un stock de masques chirurgicaux, donc ces masques classiques qui filtrent entre 40 et 60% des particules, c'est déjà très efficace en cas de pandémie. Et les masques FFP2, eh bien c'était aux établissements en région, c'est-à-dire les hôpitaux, les EHPAD, les ARS, etc. C'était à eux de les acheter sur leur propre budget pour les stocker. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette décision ? C'est que d'un côté, l'État a conservé la gestion des masques chirurgicaux en disant il y en a marre, ces masques, ça ne sert à rien, finalement ça coûte cher, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et Fabrice vous expliquera ce qui s'est passé ensuite. Et les masques FFP2, eh ben, très concrètement, les établissements en région, ils ont eu autre chose à faire que d'acheter des masques parce qu'ils avaient d'énormes problèmes de budget, Et donc du coup, ils n'allaient pas dépenser de l'argent dans l'achat de masques qui devaient servir de manière hypothétique. Donc là, la doctrine a fait qu'il y a eu effectivement une scission et une scission importante dans la gestion des masques. Voilà, il faut préciser que cette doctrine, elle a été, on va dire, élaborée en 2011. Donc à l'époque, c'est encore Xavier Bertrand qui est ministre de la Santé. Et elle a été officialisée en 2013, alors que c'est Marisol Touraine. Et donc on a changé de quinquennat, on est passé de Sarkozy à Hollande, qui est aux manettes. C'est important de le préciser parce que ça montre bien que les grilles de lecture purement politiques ou politiciennes ne fonctionnent pas forcément. Et ça met en lumière par contre un phénomène que nous, on a observé à travers cette enquête et qui est pas forcément très rassurant, c'est que les politiques se sont un peu dessaisis ou ont été dessaisis de ces questions de santé publique au profit des hauts fonctionnaires, notamment ceux qui œuvrent au sein du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Pardon, c'est un peu long, et l'acronyme est encore pire, SGDSN, mais sauf que c'est un organisme interministériel qui est proche du ministère de la Défense et aussi du ministère de l'Intérieur, avec une vision très préfectorale, très étatique, avec une obsession pour les menaces terroristes, et qui, honnêtement, a mis un peu de côté la sécurité sanitaire. Ce n'était pas une priorité. Or, derrière ces sigles et ces acronymes, il y a une réalité, c'est que la gestion de la politique de prévention ou de précaution au choix sanitaire de la France a été mise de côté, alors que jusqu'alors elle était impulsée par le ministre de la Santé lui-même. Et là, c'est passé sous les fourches codines des hauts fonctionnaires qui ont considéré effectivement, comme le disait Gérard, que d'une part, les masques destinés aux professionnels, c'était aux professionnels de s'en dépatouiller, sauf qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire, donc ils ne l'ont pas fait, et que les masques chirurgicaux, ok, l'État va les conserver, on va les garder sous notre coupe, mais sauf qu'on ne va même pas se préoccuper de savoir si les stocks continuent à augmenter ou à diminuer, parce que de toute façon, ça ne sert jamais. L'idée, c'est que de toute façon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que les Français ne les mettront pas. Et puis, de toute façon, la seule fois où on a eu une épidémie un peu monstrueuse, c'est-à-dire H1N1, bon, en fait, ça a fait pchit et on nous a alertés pour pas grand-chose. Donc, ces différents phénomènes vont contribuer à alimenter la déroute à venir. Donc, justement, cette déroute à venir que vous expliquez, on parlait de ce constat de masque très important. Qu'est-ce qui se passe avec ces masques ? Alors, on sait, peut-être pour expliquer, c'est qu'un masque, il a une durée de vie à la base. C'est-à-dire un masque qui est acheté en 2000, au bout de quelques années, il est peut-être moins. Voilà, alors peut-être des nuances à expliquer. Exactement. Et en fait, aussi, justement,
qu'est-ce qu'on fait de ces masques d'un point de vue global? Alors c'est très important ce que vous soulignez, parce que là-dessus, il y a eu, il faut le dire, une sorte d'intoxication politique qui n'est pas neutre. C'est de partir du postulat qu'un masque, c'est comme un yaourt, ça se périme comme un yaourt, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une date, on ne peut plus le manger, sinon on va s'empoisonner, il faut le jeter. Eh bien, nous, les spécialistes qu'on a interrogés, et je ne crois pas qu'on ait été démentis sur ce point, nous disent que s'agissant, par exemple, des masques chirurgicaux, donc les masques grand public, ceux que tout le monde essaie de trouver désespérément et paye au prix fort, ce sont des masques qui, au départ, n'avaient pas de date de péremption. Pourquoi ? Parce que ce genre de masque, c'est exactement comme votre t-shirt, comme mon costume, etc. Et c'est encore mieux même, parce que votre t-shirt ou mon costume, ils vont se démoder. Le masque, il n'y a pas de mode, heureusement. Mais par contre, le masque, s'il est bien conservé, c'est très important, s'il est très bien conservé, il peut durer très très longtemps, des décennies, des décennies. Le seul petit problème qu'il pourra y avoir, éventuellement, c'est l'élastique qui va se détendre. Mais ce n'est pas dramatique, on peut en mettre un autre, on peut faire un nœud, etc. Dans tous les cas, le masque lui-même, au départ, n'a pas de date de péremption. Ce n'est que très récemment, il y a quelques années, des industriels du masque ont décidé de mettre eux-mêmes, si vous voulez, sans qu'il y ait de normes, sans que ce soit obligatoire, de mettre des masques. Là, pour le coup, c'est les excès du principe de précaution, en se disant, si jamais un jour, il y a un élastique qui casse, il y a quelqu'un qui nous fait un procès, on va quand même se couvrir, on va mettre une date de péremption. Mais les spécialistes qu'on a vus nous disent que ça n'est pas nécessaire. La preuve, vous avez aujourd'hui plein d'élus locaux qui nous disent, mais nous, je pense à François Rebsamen, le maire de Dijon, qui récemment a dit, j'ai retrouvé dans mes stocks des masques qui ont plus de 10 ou 15 ans, qui étaient officiellement, pas périmés, mais qui étaient très vieux, et on les a ressortis pour les donner à nos administrés. Et il y a plein de témoignages de gens qui montrent que les masques peuvent durer très très longtemps. Donc l'histoire de la péremption, attention, c'est un élément de langage qui est sorti aujourd'hui, notamment par Olivier Véran, pour dire « Ah, nous avons jeté les masques parce qu'ils étaient périmés ». Non, non, on a brûlé des masques, pas parce qu'ils étaient périmés, mais parce qu'ils étaient abîmés. Et pourquoi ils ont été abîmés? Parce qu'ils étaient mal conservés. Parce que c'est un autre point essentiel qui a été complètement laissé de côté. C'est-à-dire que les masques, si vous ne les entretenez pas dans des bonnes conditions, et ça coûte de l'argent, c'est vrai, ils vont commencer à moisir. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour une partie des stocks de l'État. Mais ça, c'est pas le fait du hasard, c'est parce qu'on ne les a pas entretenus comme il fallait. C'est-à-dire quelque part, donc ces stocks, souvent très clairs, ils sont mal entretenus et c'est ce qui fait qu'ils deviennent inutilisables. Exactement. C'est ce qui explique en grande partie que entre 2017 et 2020, à partir du moment où Agnès Buzyn devient ministre de la Santé, puis ensuite Olivier Véran, 600 millions de masques vont disparaître des stocks de l'État. 600 millions de masques chirurgicaux vont disparaître. Ils vont disparaître comment? Ils vont être incinérés. Sur les 3 dernières années. Oui, sur le 17 à 2020, 600 millions de masques disparaissent. Et Marisol Touraine, fort malignement, nous a posé la question dans les colonnes du Monde en disant « Mais que sont devenus ces 600 millions de masques ?» Et évidemment qu'elle pose cette question avec une arrière-pensée très politique. Bien sûr que c'est vrai. Quand elle est partie de ce ministère de la Santé en 2017, Marisol Touraine, il y avait 714 millions de masques en stock chirurgicaux. Et on s'est retrouvé 3 ans plus tard avec 117 millions. Il y en a 600 millions qui ont disparu. Ces 600 millions, ils ont été détruits parce qu'ils avaient été soit mal entretenus pour une grande partie, et donc effectivement abîmés, soit parce qu'il y avait une date de péremption et que l'administration, dans sa grande sagesse habituelle, a décidé qu'il fallait les brûler parce qu'il y avait une date de péremption sans même vérifier qu'ils étaient ou pas utilisables. C'est ça le scandale absolu. Il y a beaucoup de scandales dans cette histoire, mais c'est aussi l'un des scandales importants, c'est qu'il y a eu 600 millions de masques qui ont été brûlés sans raison valable. Je donne un exemple. Parmi les masques qui, donc, eux, portaient une date de péremption, mais qui étaient les moins nombreux, les plus nombreux, dataient des années 2005-2006, donc époque à laquelle au cours de laquelle on décidait de ne pas mettre de date de péremption. Mais même ceux qui ont été acquis, notamment dans les années 2014, 2015, 2016, donc sous Marisol Touraine, pour renouveler les stocks, ceux-là avaient en général une date de péremption de 5 ans. Donc, par exemple, ceux qui ont été acquis en 2014, en 2019, officiellement, ils sont au bout de la date de péremption. Mais ils étaient en état parfait, évidemment, 5 ans. Alors qu'on voit qu'on en garde qui ont 15 ans et qui sont en très bon état. Ceux de 5 ans étaient en bon état. Mais sauf que pour l'administration, c'est les 5 ans, 2019, on commence à brûler. Et donc on a brûlé ceux qui étaient très vieux, qui étaient encore en bon état, ceux qui étaient récents, mais qui avaient une date officielle qui était dépassée alors qu'ils étaient encore en meilleur état. Et enfin, on en a brûlé aussi qui étaient objectivement en très mauvais état. Il n'y avait rien à en faire si ce n'est à les brûler, mais il aurait peut-être fallu penser à les mieux conserver et surtout à les renouveler. Or, on n'a fait ni l'un ni l'autre. Parce que justement, ces masques, ils sont conservés où? C'est un peu la question qu'on se pose, parce qu'on a vu durant cette crise sanitaire, des fois des élus qui vont retomber par hasard sur des masques, je ne vais pas dire dans des greniers ou presque, mais te dire voilà, moi je suis arrivé en fonction, si on parle d'un maire en 2014,
ces masques étaient là avant, et en fouillant un peu partout, on les trouve. Donc ça veut dire qu'ils sont conservés comment la plupart du temps dans les mairies, il y a des entrepôts, ça se passe comment? Avec la doctrine dont je vous parlais tout à l'heure, effectivement, les employeurs comme les différents établissements hospitaliers ont eu comme mission d'acheter des masques. Certains l'ont fait, d'autres non. Au Monde, par exemple, on avait acheté des masques, donc on a pu avoir des masques au tout début, des masques chirurgicaux. C'était valable dans plusieurs entreprises, et dans plein d'entreprises d'ailleurs, et dans beaucoup de mairies ou de régions. Mais simplement, le problème, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup, déjà, parce que ce n'était pas calculé au millimètre près, et tout le monde n'en avait pas. Et enfin, ils n'étaient pas forcément stockés dans les bonnes conditions. Donc, effectivement, dans certaines mairies, les masques se sont révélés totalement défectueux. Et le problème de l'État, c'est que l'État n'était pas été capable, justement, de fournir, de renouveler les stocks. Le problème de base, c'est qu'ils en ont fait aussi une histoire d'argent. Il y a toujours un moment donné où la question budgétaire s'impose en France. Et là, on a eu les chiffres précis, 100 millions de masques commandés en période hors crise, ça coûte 3,2 millions d'euros. C'est pas monstrueux quand on juge de ce que va coûter aujourd'hui la crise sanitaire, franchement, et de ce que ça sauve comme vie. Le simple fait de dépenser 3,2 millions, d'imputer une ligne budgétaire aux masques, c'était vécu comme étant quelque chose de problématique au sein du ministère de la Santé. Et donc, ils n'ont pas renouvelé les stocks. Et ces stocks étaient conservés, effectivement, dans un entrepôt principal qui était du côté dans la banlieue, dans la lointaine banlieue parisienne, sous administration plutôt militaire, mais c'était moins bien fait qu'à l'époque de l'Eprus, dont je parlais tout à l'heure, parce que l'Eprus a été dissous. L'établissement qui était chargé de gérer tous ces stocks a été dissous et inséré dans un grand ensemble qui s'appelle Santé publique France. Et là, fatalement, on perd en compétences et en qualité. Et par ailleurs, il y avait des entrepôts aussi régionaux à disposition de l'État qui étaient eux aussi disséminés dans le territoire pour donner des masques dans les régions. Simplement, là aussi, la conservation des masques n'a pas été bien gérée. Un point important, la rigueur budgétaire, ça c'est quelque chose qui malheureusement va traverser les différents gouvernements dont on a parlé. Roselyne Bachelot nous dit elle-même, même si son bilan de ce point de vue-là est bon, il a été réhabilité à la lumière de la crise du Covid, mais elle-même dit que au cours des années Sarkozy, avec la fameuse RGPP, donc la révision générale des politiques publiques, en gros, c'était quoi? C'était les restrictions budgétaires. Il faut faire des coupes un peu partout. Et le ministère de la Santé a été impacté par ça. Sous Marisol Touraine, on en a eu la confirmation, notamment par la personne qui à l'époque était le directeur général de la Santé, donc l'homme clé de tout ce dispositif. Il nous dit, en gros, on récupère le ministère de la Santé, donc en 2012, avec dans les stocks d'État à peu près 700 millions de masques. L'objectif, c'est d'arriver donc au fameux milliard, la doctrine du milliard. Pour être à peu près tranquille, il en faut 1 milliard. Il dit, au début, on a essayé de tenir cet objectif en se disant, c'est simple, on va abonder notre réserve de 100 millions de masques chaque année. Voilà, si on en fait 100 millions sur 5 ans, pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre qu'on sera au-dessus du milliard. Et pourtant, ce n'est pas ce qui va se passer, puisque Marisol Touraine le reconnaît elle-même. Quand elle est partie, elle a rendu le stock à peu près au niveau avec 750 millions de masques à peu près en stock, ce qui n'est pas honteux, mais ce qui est quand même pas suffisant par rapport à l'objectif affiché. Et pourquoi le directeur général de la Santé nous le dit très, très, très sincèrement, il nous dit il y a eu des problèmes budgétaires, des restrictions budgétaires. Il a fallu faire des choix. En plus, malheureusement, c'est une période où il y a eu d'autres événements, les attentats avec des besoins pour les hôpitaux de fourniture de masques, évidemment, l'épidémie Ebola et d'autres phénomènes ponctuels qui ont vidé les stocks de l'État. Donc on a quand même un peu remplacé pour garder le stock à peu près comme on l'avait trouvé, mais on n'a pas trouvé les financements pour faire ces finalement 300 ou 400 millions de plus de masques qui auraient dû être produits et entreposés. Or, quand on pense aux chiffres qu'évoquait Gérard, qui est environ 3 millions d'euros pour 100 millions de masques, il en manque. Je veux dire, ça veut dire qu'il y avait besoin de même pas une dizaine de millions d'euros pour qu'on soit au niveau. Et malgré tout, on n'a pas fait cet effort-là. Et tout ça, ça traduit quelque chose. Ça traduit que ça n'a jamais été, depuis 2010, ça n'a plus jamais été une priorité. Ces histoires de pandémie, un peu, vous savez, c'est quand on fait peur à quelqu'un en lui faisant croire qu'il va se passer quelque chose et que ça n'arrive jamais. On fait l'allusion au désert des Tartares, c'est exactement ça. Et bien au bout d'un moment, à force de vous faire peur pour rien, vous n'avez plus jamais peur. Et bien c'est ce qui s'est passé et c'est pour ça qu'on s'est désarmé. Parce que clairement, quand on brûle ces masques, on ne les remplace pas. Il n'y a pas une idée de se dire, le stock diminue parce que justement on les détruit. Il n'y a aucune commande qui est repassée derrière, c'est de la destruction pure et simple et rien d'autre derrière. Je crois me souvenir qu'il y a une commande qui a été faite de 60 millions d'euros, de 60 millions de masques en 2019, c'est ça je crois. Voilà. Mais ça s'arrêtait là. Et ils n'ont pas, si vous voulez, le chiffre de base c'est 1 milliard d'euros. Il faut 1 milliard de masques en France pour faire face à une pandémie si elle survient à tout moment. Eh bien, là, ils en ont commandé au maximum 60 millions d'euros, 60 millions de masques durant les 3 dernières années. Donc c'est vraiment très peu. On se retrouvait combien de masques au final, au total, au moment où l'épidémie de coronavirus arrive en France?
À en croire le gouvernement lui-même, ils nous ont dit qu'il leur restait 117 millions en stock. En réalité, ils se sont trompés. Et puisqu'après, si on observe les déclarations qu'ils ont faites, après que la polémique ait été déclenchée, notamment par les révélations de la presse et celles du Monde, d'un seul coup, ils ont dit « Ah non, en fait, il en reste 160 millions parce qu'on en a retrouvé, etc. » Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment où les articles de presse commencent à apparaître, ils se sont dit « Mais oula, il y a dû avoir un bug. » Ils ont récupérer en catastrophe des masques qui étaient prévus, qui étaient même en train, c'est ce qu'on a révélé dans notre article, qui étaient en train d'être détruits. Mais dans tous les cas, même qu'ils en récupèrent quelques dizaines de millions, au mieux, il en restait 150 millions qui n'avaient pas été détruits. Mais c'est minuscule par rapport au stock dont on aurait dû disposer. Et il y a un deuxième problème qui se pose, et j'anticipe peut-être votre question, mais le problème qui se pose, c'est non seulement il n'y a plus de masques, mais en plus, pendant très longtemps, ils ont prétendu que le masque ne servait à rien. Il faut se souvenir des expressions employées par Édouard Philippe le 13 mars, quand il dit le masque ne sert pas à grand-chose, en substance. Sibeth Ndiaye va relayer ça en tant que porte-parole du gouvernement, de manière très, très zélée, comme d'habitude, et en se réfugiant derrière l'OMS. L'OMS dit que, bon, l'OMS, c'est très bien, mais il aurait été encore tellement plus simple, en fait, de compulser, de regarder les quelques rapports, dont celui qui était sorti en juin 2019, disant concrètement, fait par le Haut Comité, le Haut Conseil à la Santé publique, HCSP, encore un acronyme, qui disait concrètement que les masques, il en faut 1 milliard et c'est indispensable en cas de pandémie. Il n'y avait pas besoin d'aller consulter l'OMS et d'attendre ce que l'OMS disait, l'Organisation mondiale de la santé. Il suffisait d'écouter ce que disaient les experts en France. Les masques sont juste indispensables, et on se rend compte maintenant, tellement aujourd'hui, indispensables pour faire face à une pandémie et éviter des milliers de morts. Donc ils ont non seulement pas géré les stocks, ils ne les ont pas renouvelés, ils les ont détruits quand il ne fallait pas les détruire, mais en plus derrière, il faut bien l'avouer, ils ont habillé leur espèce d'incurie, ils ont habillé ça avec un langage de communicant qui va leur revenir tel un boomerang à leur décompte, c'est une évidence. Je pense que ça va les plomber ou les pénaliser durablement, l'exécutif, le ministère de la Santé, enfin tous ceux qui ont plaidé de manière, j'allais dire, assez absurde contre le masque, parce qu'ils se heurtent, je pense, au bon sens de l'opinion publique. Et pour le coup, c'est pas du poujadisme, c'est juste une évidence. Les gens se disent, mais quand même, ça paraît logique qu'avec un masque, on soit plus protégé que sans. Et puis il y a une petite question subsidiaire. Au fait, si les masques, ça sert à rien, c'est bizarre qu'on en produise en fait. Pourquoi les chirurgiens dentistes, pourquoi les gens qui sont dans des professions, on va dire, un peu exposées traditionnellement, hors pandémie, pourquoi ils mettent des masques, même des masques chirurgicaux? Je ne parle même pas de FFP2, mais parce que ça protège. Et par ailleurs, on parlait tout à l'heure des différences entre FFP2, donc qui sont les masques effectivement en bec de canard, qui sont plus perfectionnés, un peu plus pénibles à porter aussi, qui sont réservés aux professionnels. C'est vrai qu'ils ont un taux de filtration, comme on dit, proche de 100%, 90-94%. Donc ça veut dire qu'on est très protégé et qu'on protège les autres dans les deux sens. Les masques chirurgicaux, c'est vrai qu'on va surtout protéger les autres. Mais en termes de pouvoir de filtration, c'est au minimum 40%, certaines études disent 60%, donc ça veut dire que c'est pas neutre. On peut pas dire je mets un masque, mais en fait non, de toute façon ça sert à rien, c'est juste pour rigoler, c'est pour faire joli, si tant est que ça fasse joli. Mais en tous les cas, non, les masques ça sert vraiment. Et je pense que là il y a une erreur même de communication. En dehors du scandale sanitaire, il y a une erreur de communication de dire aux gens « Non, mais les masques, on vous en a parlé, mais croyez-nous, ça sert strictement à rien. » C'est absurde. J'en veux pour preuve, il y a eu une publicité qui a été retrouvée par un de nos lecteurs et qui nous a gentiment adressé ça, dans Top Santé, le magazine Top Santé Magazine, qui est passé au printemps 2019, donc 2019, il y a un an. Cette publicité, c'est sur une pleine page. C'est une personne avec un masque. Cette publicité, elle a été payée par l'Agence régionale de la santé et par Santé publique France, Île-de-France, qui dit concrètement, avec l'arrivée de la grippe, mettez des masques. C'est la seule manière de se protéger. 2019. Et on ne parle pas à l'époque d'une pandémie mondiale. On parle de la grippe saisonnière. Et un an plus tard, cette même administration de la santé va dire ça ne sert à rien. Non, à un moment donné, on ne peut pas prendre les gens pour des imbéciles trop longtemps, quoi. Alors, on sait justement au niveau des masques qu'ils ont été réquisitionnés très rapidement, c'est-à-dire retirés de la vente au grand public pour les réserver justement aux professionnels de santé. Et avec ces discours justement que vous évoquez de dire ces masques finalement ça ne sert pas à grand chose, c'est pas forcément utile, sauf si vous êtes malade. Est-ce que par rapport à l'enquête que vous avez pu faire, ça révélerait quelque part que ce discours politique ait été à un moment donné pour cacher cette pénurie, pour dire finalement on garde ces masques pour les professionnels de santé, vous en avez pas besoin, donc voilà. Je dirais que c'est la déduction de bon sens qu'on peut faire. Parce que sinon, pourquoi avoir dit ce qui allait en dépit de l'évidence et en dépit des propres rapports que le gouvernement avait et en dépit, comme le disait Gérard, des campagnes de communication que menait ce même gouvernement, qui tout ce que je viens de dire là allait dans le même sens. Les masques, ça sert à quelque chose, il faut en avoir, y compris pour le citoyen moyen. La seule explication rationnelle
du fait qu'à un moment on nous a dit non, en fait les masques ça ne sert à rien, c'est même presque dangereux, c'est parce qu'ils savaient qu'il n'y en avait plus dans les caisses, il n'y avait plus rien. Et ils avaient du mal à assumer cette pénurie. Alors qu'à mon avis, ils auraient dû faire preuve de sincérité, de transparence en disant voilà, les stocks sont vides, on a tous fauté quelque part, mais on va se rattraper. Ils ont estimé que politiquement ce n'était pas tenable, donc ils ont plutôt que de dire il y a plus de masques dans les caisses, on a dit effectivement les masques ça sert à rien. Mais sauf que ça leur revient dans la figure parce que maintenant ils sont perdants sur les deux points, sur les deux plans. Alors, ce que vous évoquez dans votre enquête, dans la chronologie, il y a aussi des faits de ce qui se passe sur le territoire pendant ce temps-là. Et vous évoquez notamment la fermeture de la dernière usine française de production de masques qui est basée à Plaintel, donc dans les Côtes-d'Armor, qui a fermé ses portes donc il y a 2 ans. Et c'était une catastrophe d'un point de vue local, mais aussi, ça veut dire qu'il y a une dépendance d'autres pays, notamment vis-à-vis de l'Asie, pour la production des masques. C'est-à-dire qu'on perd, entre guillemets, une souveraineté nationale pour produire les masques sur notre propre sol. Alors on parle des masques, mais c'est valable aussi évidemment pour tout ce qui est médicaments. On est tout à fait dépendant de ce qui se passe en Asie et en Chine en particulier. Mais pour les masques, oui, c'est d'autant plus rageant qu'en fait, il y a quelques années, sous l'impulsion, il faut bien le dire, de Dominique de Villepin, de Jacques Chirac et in fine de Xavier Bertrand, on avait mis en place une filière industrielle. Il y avait au moins 4 entreprises en France qui produisaient des dizaines de millions de masques chirurgicaux et FFP2 de très bonne qualité qui venaient gonfler les stocks de l'État. Il y avait des commandes d'État estampillées qui duraient 5 ans, qui devaient être ensuite avec des clauses qui permettaient de renouveler les stocks une fois que les masques venaient éventuellement à péremption. Mais comme l'expliquait Fabrice, il n'y avait pas forcément de péremption. Mais il n'empêche, il y avait une clause qui avait été prévue. Donc tout était prévu. Et parmi ces entreprises, il y avait effectivement l'entreprise Bacou Dalloz qui était installée à Plaintel. Et on a interrogé longuement son ancien président qui nous expliquait que tout était carré, qu'ils avaient mis en place des chaînes industrielles, ils avaient commandé les nouvelles machines, que ça fonctionnait du feu de Dieu, et que peu à peu, c'est pas passé d'un seul coup, peu à peu, les commandes ont décru, peu à peu, quelqu'un, je ne sais pas qui, parce que le propre du journaliste qui ne sait pas, c'est de dire, il ne sait pas, moi je pense qu'il faut l'assumer, lui non plus ne sait pas qui a dit stop, mais la machine à commande s'est tarie. Voilà. Et donc, du coup, cette entreprise est morte de sa belle mort en 2018. Le problème, à mon avis, c'est quand Gérard dit qu'on ne sait pas qui a donné cet ordre, ni l'entrepreneur, ni nous, journalistes. Le problème, c'est que je ne sais pas si quelqu'un en France le sait, y compris au sommet du gouvernement. Et ça fait partie des questions que soulève, à mon avis, l'enquête qu'on a menée. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est d'ailleurs, sans faire de spoiling, mais la chute d'un de nos articles avec Xavier Bertrand qui dit mais au fait qui décide? Et c'est un homme politique qui vous dit ça. Et il a raison, parce que nous-mêmes on se pose la question. Et quand on oppose à Marisol Touraine, donc, qui était ministre de la Santé de 2012 à 2017, donc qui connaît quand même son sujet et qui a plutôt laissé une bonne impression dans ce qu'elle a fait. Elle n'a pas été spécialement attaquée, même si sur les masques, encore une fois, on l'a dit, pour des raisons budgétaires, il y avait mieux à faire. Mais même Marisol Touraine, à un moment, quand on lui dit, mais notamment ce changement de doctrine, le fait que l'État arrête de s'occuper des masques FFP2, fasse confiance aux entrepreneurs ou aux employeurs, et que l'État n'aille pas vérifier si les stocks sont toujours en état, etc. Vous avez fait ce qu'a dit votre administration. Et là, elle dit avec une candeur assez désarmante, elle dit, mais enfin, moi, je fais appel à des experts, des gens qui sont assermentés, des gens qui sont expérimentés, des gens qui sont des spécialistes, et ces gens me rendent leurs conclusions. Est-ce que vous voyez que moi, ministre, j'aille leur dire, non, vous avez tort, je sais mieux que les experts? Donc c'est intéressant parce qu'on est dans une matière effectivement qui réclame une expertise, mais il y a un moment, est-ce qu'on n'est pas passé dans ce qu'on appelle parfois la République des scientifiques, ou plutôt à mon avis des experts et des technocrates, qui fait que des décisions sont prises et que les politiques ne sont pas ceux qui décident, mais ceux qui valident ce que leur a fait remonter l'administration? Alors, il y a énormément de rapports différents, c'est ce que vous évoquez tout au long de votre enquête, à partir de 2005. C'est des rapports parfois plus ou moins alarmants, c'est ce qu'on a évoqué aussi dans l'idée de dire, bah voilà, ces masques, etc., ça a été évoqué plusieurs fois, il faut tel nombre de masques pour faire face à une épidémie, 1 milliard, c'est ça. Mais dans tous ces rapports, il y a notamment aussi Jérôme Salomon, qui est maintenant le directeur général de la santé, qui était auparavant conseiller, je crois, de Marisol Touraine, c'est ça, et qui, donc à ce moment-là, donne une note alarmiste sur ce sujet-là, et va refaire de même durant la campagne présidentielle où il se rapproche d'Emmanuel Macron, qui à l'époque est candidat, c'est ça? C'est ça. Jérôme Salomon, c'est un incontesté spécialiste de tout ce qui est pandémie et épidémie, à tel point qu'il avait dans son bureau, quand il était conseiller de Madame Buzyn, une affiche où il y a marqué « Nous allons tous mourir » en anglais, « We are gonna die ». Et c'est un vrai spécialiste. Et il a eu de cesse d'alerter Madame Touraine et ses différents supérieurs sur les dangers d'une épidémie si elle venait à survenir, etc. Ce qui veut dire qu'ensuite, quand il est passé, comme beaucoup d'autres, avec armes et bagages et connaissances scientifiques dans le camp Macron, à partir de l'automne 2016,
Il a donc pondu une note qui a été révélée ensuite dans les Macron Leaks, vous savez, ces fuites de documents qui ont été publiés, on ne sait pas trop par qui, mais qui sont sortis pendant la campagne présidentielle. Il y avait cette note de Jérôme Salomon qui disait « Attention, en cas de gros coups de grisou, que ce soit un attentat ou autre chose, la France n'est pas équipée en termes de sécurité sanitaire. On n'est pas équipé. » Et vraiment, c'est un vrai coup de gueule. Et derrière, ensuite, quelques mois plus tard, il est nommé directeur général de la santé. Comme quoi ça marche, comme de passer avec armes et bagages dans le camp ennemi. Et en fait, la vraie question qui se pose, et c'est pas nous qui la posons, c'est Manuel Valls, l'ancien Premier ministre socialiste et ancien ministre de l'Intérieur, qui dit, mais attention, moi je sais bien, Jérôme Salomon, je sais très bien qu'il était au cabinet de Mme Touraine, maintenant qu'il est DGS, on peut poser la question, qu'est-ce qu'il a fait de 2018 à 2020 pour réarmer la France d'un point de vue sanitaire, alors que c'était le mieux placé, le plus grand connaisseur soi-disant, et l'homme qui poussait les cris d'alarme. Que s'est-il passé entre 2018 et 2020 ? Et c'est une question qu'on aurait aimé vraiment poser à Jérôme Salomon. Et on a essayé. Alors justement, c'est peut-être intéressant parce qu'il y a ces enquêtes. Alors, voilà, on faut l'évoquer dans le travail journalistique. Il y a aussi l'idée d'aller poser des questions aux principaux concernés. J'imagine que vous avez dû vous rapprocher d'Olivier Véran, de Jérôme Salomon, d'autres personnes. Vous évoquez là des contacts que vous avez pu avoir avec Marisol Touraine, Roselyne Bachelot, mais ceux qui sont en charge de la responsabilité maintenant, d'un point de vue gouvernemental ou d'un point de vue de la santé, on parle de Jérôme Salomon. Est-ce que vous avez des retours, des réponses à vos questionnements ? Alors, c'est assez troublant parce qu'effectivement, pour faire cette enquête qui était ambitieuse, puisqu'on prenait quasiment 20 ans d'histoire sanitaire de la France, donc ça faisait du boulot et beaucoup de gens à contacter. Nous, dans ce cas-là, on contacte un peu tout le monde, c'est normal, et surtout les personnes qui sont en position de répondre parce qu'elles ont la compétence et éventuellement qui peuvent être mises en cause par les informations qu'on recueille. Et bien, tout le monde nous a répondu, sauf toute l'équipe qui est en place depuis 2017 ou 2018. Donc c'est quand même assez troublant, si vous voulez. Donc on a eu tous les anciens ministres de la Santé, tous les anciens directeurs généraux de la Santé, tous les hauts fonctionnaires qui étaient en poste auparavant. Là, il n'y a pas de problème. Et là, bizarrement, Jérôme Salomon n'a jamais retourné nos appels, Olivier Véran, pas plus, Agnès Buzyn, pas de réponse, la Direction générale de la Santé en tant que telle, pas de réponse, le ministère de la Santé, pas de réponse en tant que telle. La seule qu'on a réussi à faire parler un petit peu est la patronne de Santé publique France, et je peux vous dire que c'était presque du harcèlement journalistique pour obtenir une réponse. Mais alors, quelle réponse ? C'est ce qu'on appelle de la langue de bois. Après, elle a le droit, bien entendu, cette femme, Geneviève Chêne, mais pour vous dire, moi c'est la première fois que ça m'arrive dans une interview par téléphone, puisqu'on était évidemment via Skype avec Gérard, on a interrogé cette personne. Et après qu'on ait posé nos questions, on entendait un grand silence, un grand blanc. Comme en fait, elle nous mettait en attente. C'est-à-dire qu'avant de répondre à nos questions, elle consultait ses conseillers. Donc c'était une façon, on va dire, pas idéale de communiquer, mais au moins on peut lui donner le crédit d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions. Elle n'a pas répondu grand-chose. Elle a dit qu'elle venait à peine d'arriver, qu'elle n'avait pas grand-chose à dire, mais au moins, elle nous a dit elle a fait l'effort. Important, c'est qu'elle nous a dit, effectivement, nous avons détruit des stocks. Voilà. Elle a au moins confirmé ça, ce qui n'était pas rien. Donc là, on évoquait la situation de Jérôme Salomon, les notes qui sont émises au moment où il est conseiller de Marisol Touraine, on rappelle, qui est ancien ministre de la Santé durant le quinquennat de François Hollande. Ensuite, on l'évoquait aussi, Emmanuel Macron se présente à la présidence de la République avant d'être élu. Jérôme Salomon se rapproche de lui et émet également des notes également sur ces sujets-là. Donc quelque part, il y a une expertise qui comprend cette situation, qui explique les choses, et plutôt bien a priori. Mais il n'y a pas de pratique derrière, c'est ça, il ne se passe rien. Exactement. C'est assez troublant, il faut bien le dire, parce qu'il ne se passe effectivement pas grand-chose derrière. Agnès Buzyn est nommée ministre de la Santé. Alors c'est une hyper spécialiste de la santé, ça personne ne peut le contester. De la sécurité sanitaire, c'est autre chose, c'est un autre domaine. Et c'est un domaine à temps complet et il faut avoir des connaissances très précises. Et qui va-t-elle nommer à son cabinet dès qu'elle est installée à avenue de Ségur ? Elle va nommer un médecin généraliste qui sera chargé de faire la sécurité sanitaire de la France. Il sera conseiller technique chargé de la sécurité sanitaire. Il se trouve que ce monsieur, on a essayé de le contacter, il a refusé de nous répondre aussi, en disant « je préfère répondre à la future commission d'enquête ». Cet homme-là était médecin généraliste, il y est resté 18 mois, et médecin généraliste dans l'Est de la France, et il n'y connaissait évidemment absolument rien à la sécurité sanitaire de la France. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas voulu nous répondre, je pense, sans vouloir lui faire de procès d'intention. Et donc ça montre bien que ce n'était pas une priorité de ce ministère-là de la Santé. Certes, ils ont le droit d'avoir d'autres priorités. Marisol Touraine, par exemple, c'était le budget de la Sécu. Agnès Buzyn, c'était autre chose, s'occuper des hôpitaux. Et si j'en crois les hôpitaux, a priori, ils n'étaient pas très contents quand même. Mais en tout cas, la sécurité sanitaire de la France n'était pas la priorité de Emmanuel Macron quand il est arrivé au pouvoir. C'est une certitude. Alors, dans les colonnes du Monde, il y a le 17 mars, il y a une interview justement avec Agnès Buzyn. Alors, je pense que c'est vous qui l'avez... Non. Ariel Chemin. Ariel Chemin, donc, qui est aussi journaliste au Monde,
qui va avoir une interview avec Agnès Buzyn et qui, quelque part, affirme que dès janvier 2020, elle voyait ce tsunami épidémique à venir. C'est-à-dire que, quelque part, dès janvier, alors qu'il y avait des discours de dire l'importation du virus est quasi faible, le fait que ça se répande dans la population également, et finalement, en parallèle, elle aurait alerté l'exécutif de dire attention, la situation qui va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, elle va être grave, finalement, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est ça ? C'est pour ça qu'on a aussi essayé de joindre Agnès Buzyn, parce qu'il y avait beaucoup de questions à lui poser sur on va dire la politique sanitaire, mais aussi il y aurait besoin qu'elle éclaircisse ces propos-là, parce que ces propos ont fait scandale, et je pense que c'est normal qu'ils aient fait scandale, parce qu'ils sont choquants, parce que si vous voulez, de deux choses l'une, soit ce que dit Agnès Buzyn est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle a alerté l'exécutif en amont en disant il va se passer des choses dramatiques, et l'exécutif, Macron comme Philippe, n'en ont pas du tout tenu compte, et dans ce cas-là, oui, c'est grave. Soit elle est juste amère d'avoir été pas humiliée mais battue au premier tour de sa candidature à la mairie de Paris et elle refait un peu l'histoire, mais c'est totalement irresponsable. Donc dans les deux cas, c'est sûr qu'il y a un problème Buzyn. Il y a un problème Buzyn et ce qui est gênant, c'est que c'est quand même une responsable politique. Elle n'a pas une grande carrière de femme politique, mais elle a accepté des responsabilités. Ministre de la Santé, candidate du parti majoritaire à la mairie de Paris, il faut avoir ce qu'on appelle le sens des responsabilités. Donc là, c'est vrai que par rapport aux citoyens lambda qui ont entendu ces déclarations, honnêtement, c'est préoccupant, inquiétant, et ça demande des explications. Mais ça revient à ce qu'on disait précédemment. Il y a, dans toute la crise de la part du pouvoir macroniste, il y a eu une volonté de communication. On ne peut pas leur reprocher. Les Français voulaient entendre des réponses. Hein. Mais le problème, c'est que c'était la communication, j'allais dire, à sens unique. C'est-à-dire qu'il y a pas on ne répond pas aux questions. Il y a des questions sur Agnès Buzyn, celles que vous soulevez à travers ces propos tonitruants au monde. Il y a les questions par rapport à la politique sanitaire, l'attitude de Jérôme Salomon, pourquoi n'a-t-il rien fait ? Il y a le propos par rapport au stock, pourquoi les a-t-on pas entretenus ? Pourquoi n'a-t-on pas renouvelé ? Etc., etc. Et sur toutes ces questions, on n'a aucune réponse. Aucune réponse. Et ça, c'est un souci. Je salue toutes les personnes qui nous regardent actuellement. On va encore être ensemble quelques minutes pour aborder quelques questions. Puis éventuellement dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions. Si vous avez des précisions que vous souhaitez demander, n'hésitez pas. Ce live il est aussi fait pour ça, pour que vous puissiez réagir, poser des questions dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à réagir, à partager ce direct, à commenter. On est là avec vous encore pendant quelques minutes. Et puis à savoir pour tous ceux qui viennent d'arriver en cours de live que l'ensemble de nos Facebook Live sont toujours disponibles en intégralité, en replay juste après. Vous arrivez juste maintenant. Vous avez loupé, je pense, une bonne partie de ce direct où on a évoqué pas mal de choses. Et bien juste après, en replay, vous pourrez le voir ou le revoir en intégralité. Il y a ces questions, justement, on évoquait les non-réponses, mais il y a à l'Assemblée nationale, quelque part, Olivier Véran a réagi. Il dit, on a détruit des masques moisis, inutilisables, que vous ne donnerez même pas à votre lapin nain. Quelque part, c'est une réaction indirecte à vos révélations, parce qu'il avait été interpellé à l'Assemblée nationale au sujet des articles que vous avez publiés. À ce moment-là, ça vous suscite quoi comme réaction quand vous entendez ça ? Que le bon mot sur les lapins nains est amusant et assez peu sympathique pour les lapins nains et encore plus désagréable, je pense, pour les Français qui cherchaient des masques un peu partout. Par ailleurs, c'était une façon habile de cacher la vérité. C'est-à-dire que concrètement, oui, c'est vrai, il y a des masques hors d'usage qui ont été détruits et c'est normal et c'est logique. La vraie question, c'est pas celle-là. La vraie question, c'est pourquoi étaient-ils hors d'usage ? Parce qu'ils étaient mal stockés et mal entretenus. L'autre question, c'est est-ce qu'il n'y en a pas qui étaient encore en plein usage, qui ont été détruits ? Si, et c'est le cas, il y en a qui étaient utiles, indispensables et en plein usage et qui ont été détruits par les services de M. Véran. Et enfin, pourquoi ne pas en avoir commandé de nouveau avant même que l'épidémie vienne frapper la France ? Donc ces trois aspects-là, évidemment, ils les cachent derrière cette phrase-là. Mais il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. À un moment donné, la vérité apparaît. Ouais, exactement. Moi, je pense que c'est une réponse très politique, voire politicienne, assez habile, parce que ça marque l'opinion. Les lapins nains, ah oui, c'est vrai, il y a des masques qui sont pourris, donc évidemment, c'est normal de les détruire. C'est du bon sens. Hein. Mais sur le long terme, ça va lui revenir comme un boomerang, parce qu'il y aura des commissions d'enquête, des enquêtes judiciaires, après les enquêtes journalistiques, qui vont confirmer ce qu'on a écrit et qui vont faire qu'on va se rendre compte que la réponse d'Olivier Véran, en fait, est totalement surréaliste. Imaginez que vous vous rendiez à l'hôpital pour voir un de vos proches qui serait très très mal, qui devrait subir une opération très importante, sa survie serait en jeu, et que vous disiez mais pourquoi on ne l'opère pas là, c'est urgent, etc. Et que le responsable de l'établissement vienne vous voir en disant écoutez monsieur, je suis désolé, en fait tous les produits pour anesthésie ils sont tous périmés, on vient d'aller voir dans les caves, c'est tout
périmés, donc on ne va pas pouvoir l'opérer, il va mourir. Mais c'est pas possible. Vous lui répondriez, mais attendez, vous êtes le directeur de l'hôpital et vous êtes en train de me dire que vos produits sont périmés. Mais c'est vous le responsable. Donc quand il répond naïvement ou faussement naïf, mais enfin non, vous ne les auriez pas donnés à vos napins tellement ils sont pourris les masques. Mais oui, mais c'est juste à vous de les garder en bon état. Sans parler, je ne parle même pas du fait qu'il aurait dû en acheter plus, en commander, etc. Mais même le fait que les stocks soient détruits, on a l'impression que c'est une fatalité qui lui tombe sur le dos en 2020, alors qu'on parle d'un pouvoir qui est en place depuis 3 ans. Donc je pense que c'est des genres de propos ce sont des propos de tribune, comme on dit, qui peuvent nourrir 2 minutes aux 20 heures, mais quand il y aura les enquêtes sérieuses, ça sera une autre paire de manches, à mon avis. Dans la proportion justement des masques, on évoquait justement les conditions de conservation qui ont poussé justement à la destruction de certains, mais il y en a certains qui étaient encore tout à fait fonctionnels. Hein. Oui, et au dernier moment, Matignon est intervenu, et on s'est fait confirmer cette information-là, est intervenu pour stopper la destruction de masques qui étaient encore tout à fait en plein usage, qui étaient tout à fait indispensable à la protection de la population. Donc il y a vraiment eu cette information-là, on l'a sortie, elle a été vérifiée ensuite et confirmée par BFM récemment d'ailleurs, et on était sûr de nous de toute façon. Bien sûr, il y a eu des millions de masques qui ont été sauvés in extremis du bûcher. Après, la question qui nous a été posée de savoir combien il y en avait précisément, eh bien, cette question-là, on l'a posée des milliers de fois, que ce soit à l'ARS, que ce soit à la DGS, que ce soit à Santé publique France, et là, on n'a jamais eu de réponse. Donc, je trouve que notre droit, notre devoir à nous, journalistes d'enquête, c'est que quand on ne sait pas, on ne dit pas. Donc on ne sait pas combien exactement. Il y en a, mais il n'y a pas la quantité. Voilà, on ne l'a pas. Mais je pense qu'on le saura rapidement avec des pouvoirs d'enquête qui seront importants et intéressants, que ce soit la justice ou les enquêtes parlementaires. Et on saura. Il y a quelque chose que je voulais dire qui était très important, je trouve, moi, qui est très révélateur en fait du système macronien ou macroniste. Je ne sais pas comment on dit les choses. C'est que ce gouvernement-là aimerait qu'on leur donne un satisfecit sur la façon dont ils ont géré la crise et dans la façon dont ils se sont démenés. C'est une vérité. Ils se sont démenés à partir de quand la crise est arrivée pour trouver des masques en catastrophe, trouver des tests en catastrophe, il fallait tout trouver en catastrophe puisqu'on n'avait rien. Mais à partir de quand? C'est ça la question. Parce que souvent, il y en a beaucoup qui réagissent, qui disent oui, aujourd'hui ça bouge beaucoup, mais est-ce que ça n'a pas été trop tard? Je crois sincèrement qu'il ne faut pas leur faire de mauvais procès. Je pense que quand la pandémie est arrivée, ils ont pris pleine face, ils se sont dit il faut qu'on se démène. Et je crois qu'ils sont très nombreux à ne pas avoir dormi pendant de longues nuits pour essayer de trouver des masques, etc. Ça, il ne faut pas leur faire ce procès-là, je le pense sincèrement. Il suffit de lire les enquêtes, les reportages, voilà, je crois que c'est vrai. Mais le problème et le travail des journalistes d'enquête et des journalistes, et c'est ça que je pense que le gouvernement macronien ne comprend pas, c'est de ne pas éclairer, notre travail à nous, c'est d'éclairer la face sombre, de montrer ce qui n'allait pas, pourquoi on en est arrivé là. C'est pas tellement de raconter les hauts faits d'armes d'un fonctionnaire qui va se battre face aux Américains pour obtenir des masques. Ça, bien sûr qu'ils le font, c'est leur boulot et c'est le minimum qu'ils doivent faire. Mais l'important, c'était quand même avant, je ne pense pas que tu me contrediras, c'était de faire le boulot avant aussi. Mais tout à fait, et pour compléter ce qu'on disait à l'instant, même sur l'évaluation des stocks qui étaient en état ou pas, il y a quand même une personne qui au moins nous a répondu, et son témoignage est à lire dans l'enquête du Monde, c'est Benoît Vallet, qui était directeur général de la santé donc de 2013 à 2018, c'est le prédécesseur de Jérôme Salomon, et qui lui a connu notamment ces fameux 600 millions de masques qui dataient des années 2005-2006 et qui donc pour l'essentiel ont été brûlés. Lui dit, puisqu'il les connaît, ces stocks, lui dit qu'une bonne partie de ces stocks étaient utilisable, voilà, et c'est lui qui l'affirme. C'est pas comment dirais-je, c'est un interlocuteur hyper crédible. Son sérieux n'a jamais été mis en cause. La preuve, il a même été appelé dans la coordination pour la gestion du confinement. Donc ça fait partie des témoins, à mon avis, qui seront les témoins clés pour les futures enquêtes qui auront lieu et qui risquent de devenir, j'allais dire, un témoin à charge, comme il y en aura beaucoup, et surtout beaucoup de faits à charge contre l'exécutif actuel, mais peut-être aussi éventuellement les prédécesseurs qui, encore une fois, ont mal géré, ou pas du tout géré d'ailleurs, à mon avis, ces stocks de masques qui pourtant auraient tellement été utiles. Parce que justement, ces masques, ils sont détruits jusqu'à quand exactement? Même pendant la pandémie? Ah oui, ah oui, bien sûr. Nous, d'après nos informations, jusqu'à la dernière semaine du mois de mars. Donc on est en plein confinement. Et on cherche déjà des masques. On approche du pic épidémique. Tout à fait. Et on cherche des masques. Et à ce moment-là, donc jusqu'à fin mars, et ça s'arrête à ce moment-là. L'exécutif semble reprendre les choses en main seulement. Matignon se rend compte qu'il s'est passé des choses. D'ailleurs, ils ont demandé une enquête interne au sein de l'organisation de la santé, que ce soit à la DGS ou ailleurs. Il y a des enquêtes qui ont été menées internes pour comprendre ce qui avait pu se passer. Et en attendant, ils ont dû gérer la pénurie parce qu'ils se sont rendus compte qu'on brûlait des masques qui étaient encore tout à fait de bon usage, quoi. Donc
ils étaient très furieux, nous a-t-on dit à Matignon. Exactement. Et ce qui signifie quand même, et là encore on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le pouvoir politique s'est désintéressé de ces questions, ou en tout cas a laissé l'administration toute puissante, ce qui signifie qu'alors qu'on est en pleine pandémie, que toute la France cherche des masques, et y compris le gouvernement, sa propre direction de la santé et son propre organisme Santé publique France laissent détruire des masques sans faire remonter. Si ça se trouve, même le directeur général de la santé n'a même pas été informé, parce que ça s'est passé à la base. Vous savez, c'est administratif. Oh, ces masques, là, il faut les brûler tous les 5 ans. Allez hop, on les passe au pilon. Et ça dénote aussi, ce dessaisissement traduit une déconnexion entre ce qu'on attend du pouvoir politique et ce qui fait réellement. Il n'est pas normal que le pouvoir politique ne soit pas au courant de ce que fait son administration quand on est sur des affaires aussi importantes, évidemment. Je ne parle pas de commander 10 boulons dans un coin. Là, on parle, en fait, c'est des armes, c'est des armes de protection pour les citoyens qui étaient purement et simplement détruites alors que le gouvernement, de son côté, en cherchait. C'est presque surréaliste. Est-ce qu'on a un ordre de comparaison par rapport à l'étranger? On sait que ces questions de pénurie de masques, notamment, elles se sont posées aussi dans d'autres pays. Est-ce que la France est plus touchée que d'autres ou finalement c'est un problème mondial? Moi, alors on n'a pas fait une enquête internationale, ça viendra peut-être, mais ça nous prendra encore plus de temps, mais pourquoi pas. Non, mais de ce qu'on peut savoir, ça a été un problème général. Donc on pourrait dire, oui, mais la France, et c'est d'ailleurs ce que dit un peu le pouvoir, hein, on ne fait pas pire que les autres, etc. D'abord, ça reste à prouver, mais surtout, c'est pas ça. On en revient à où on en était. Quand on en était à l'époque de Xavier Bertrand, il y a 10 ans, l'OMS, justement, considérait que la France était le pays européen le mieux armé, justement parce qu'on avait ses stocks. Donc, si vous voulez, nous, le problème de la France, c'est pas tellement de nous comparer avec les autres aujourd'hui, c'est de nous comparer par rapport à nous-mêmes. On était les meilleurs, si vous voulez, on était les plus protégés. Et à la fin, on est devenus comme les autres, c'est-à-dire complètement vulnérables et démunis. Mais le problème, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à ce qu'on avait au départ. Alors, dans la réaction, les commentaires, tout à l'heure, quelqu'un disait... finalement, ces dates de péremption, est-ce que c'est pas l'idée de l'obsolescence programmée? C'est ce qu'on dit souvent, de dire, les industriels, ils vont mettre une date de péremption parce que justement, ça permet de dire, ça c'est plus utile, il faut que j'en reproduise un autre. Est-ce que c'est l'une des hypothèses que vous avez pu constater, de se dire que les industriels, finalement, profitent peut-être un peu de ça, de mettre des péremptions sur des outils où il n'y en aurait pas forcément besoin? Vous voyez, comme quoi, peut-être qu'on n'a même pas l'esprit assez mal placé pour penser à ça, honnêtement. Moi, je suis un peu naïf. Moi, l'explication qu'on nous a donnée, en tout cas, moi, je peux dire ce qu'on nous a donné, c'était la peur des industriels d'être attaqués au motif qu'il y aurait un incident, donc principe de précaution ultime. Mais c'est une question intéressante, très pertinente. Effectivement, on ne peut pas exclure que, évidemment, si on met une date de péremption, ça veut dire qu'il faut renouveler et donc il faut en racheter. C'est une possibilité qu'on n'a pas recoupée. D'où l'intérêt, d'ailleurs, on s'est procuré les contrats entre l'État et les entreprises, entre autres Bako Dalloz. Et il y avait un article dans ce contrat, le 11, je crois, qui disait clairement, à partir du moment où les masques seront jugés périmés, surtout les FFP2, on recommencera le processus de production pour abonder à nouveau les stocks. C'était prévu. Donc. Ça, c'était prévu en quelle année, ça? 2000, c'est sous Xavier Bertrand. Donc ouais, 2000, ça, c'est la fin des années 2000. Ce qui n'a pas été suivi, du coup. En tout cas, le contrat n'a pas été renouvelé. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté, il est mort de sa belle mort. En quelle année il s'est arrêté à la fin du quinquennat de Sarkozy? En tout cas, c'était sous Xavier Bertrand. Donc il y a une dizaine d'années, lors du quinquennat Nicolas Sarkozy. Alors il y a quelques réactions encore dans les commentaires. Marianne, alors c'est peut-être une question un peu technique, qui dit: est-ce que toutes ces enquêtes prévues seront menées si une loi est votée pour l'impunité des politiques concernant la pandémie? On n'en est pas là. Non. On n'en est pas là. D'abord, j'imagine assez peu qu'une loi sur l'impunité soit votée. Ça se passe. Peut-être des gens réagissent sur l'immunité des parlementaires, politiques, etc. Mais c'est pas, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les ministres devront répondre. Après, il y a une structure assez, pour le coup, assez obsolète qui s'appelle la Cour de justice de la République, qui est chargée de juger les ministres pour les actes commis durant l'exercice de leur mandat ministériel. Et ça encore, en plus, pour pouvoir qu'ils soient jugés, il faut passer par plusieurs filtres. Donc les plaintes qui sont déposées à la Cour de justice de la République, il va falloir des années avant qu'elles arrivent à être même quasiment instruites, quoi. Donc, en revanche, il y a des plaintes qui sont déposées au parquet de Paris, donc matière pénale, et ces plaintes-là, ça ira plus vite. Il y aura des enquêtes préliminaires qui seront ordonnées, gérées par le parquet de Paris, et du coup, là, il y aura des policiers qui seront affectés à ça, et ça va bouger, c'est une certitude. Et enfin, il y aura pas d'impunité qui vaille. Et ensuite, ni d'immunité, parce que s'il y a vraiment
des problèmes qui se posent, il suffit de demander la levée de l'immunité. Et enfin, il y aura des enquêtes parlementaires, et c'est encore ce qui est de plus important, parce que ça va aller encore plus vite. C'est ça, les enquêtes parlementaires, ça va arriver... ça va aller très vite. Voilà, en espérant un temps plus calme. Le Sénat a annoncé qu'il ferait la sienne dès le mois de juin. Oui. Et après, il va y avoir un bras de fer peut-être politique au niveau de l'Assemblée nationale qui, pour l'instant, conduit une mission d'information. Et l'opposition, notamment de droite, voudrait que ce soit une commission d'enquête. En tous les cas, il y aura au moins 2 enquêtes parlementaires et il y aura des explications à donner cette fois. Donc les enquêtes, d'un point de vue judiciaire et parlementaire, c'est important de l'évoquer parce que beaucoup posent cette question justement de la suite. Et donc ces enquêtes parlementaires, elles peuvent se dérouler même en période, on va dire, de restriction comme celle qu'on vit actuellement. C'est ce qui se passera d'ailleurs. Il y aura des auditions par visioconférence si besoin. Ils vont lister tous les administratifs qui ont eu à gérer ces histoires-là. Ils vont lister tous les députés, tous les rapporteurs de loi, tous les ministres, tous les directeurs de la santé, et ils vont tous les interviewer. Et l'interviewer, je reprends le terme, ils vont tous les interroger de manière assez efficace. Il faut se souvenir de ce qui se passe dans les différentes commissions d'enquête précédentes. Ça peut aller très loin. Ils peuvent avoir des vrais pouvoirs d'enquête, les parlementaires en France. Hein. Et du coup, sachant que le Sénat, en l'occurrence, n'est pas favorable à la Macronie, ils peuvent être très 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 offensifs sur le sujet. Donc c'est vrai qu'il faut surveiller très très près la commission d'enquête au Sénat. Sachant qu'on l'avait vu à l'époque quand il y avait la commission d'enquête par rapport à l'affaire Benalla, où à l'Assemblée c'était parfois un peu plus calme, mais au Sénat c'était... Mais Benalla c'était très différent, parce que Benalla c'était plutôt l'erreur d'un homme, c'était plutôt circonscrit autour d'un homme. On l'a bien vu d'ailleurs, les enquêtes judiciaires n'ont pas donné suite visant les différents intervenants à l'Élysée. C'était une affaire importante, mais c'était plutôt l'erreur d'un homme, et on voit bien qu'ils ont eu du mal à trouver d'autres problèmes. Là, il y a quand même beaucoup de lieux où aller chercher les informations. La différence, c'est que dans cette affaire-là, même par rapport à plein d'autres, c'est que c'est une affaire qui concerne tout le monde. Voilà, tout le monde se reconnaît. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de victimes, et il y a c'est pour ça qu'il y a autant de plaintes de parties civiles, de gens qui disent « Mais moi, personnellement, en tant que citoyen, les erreurs de l'État, j'en ai été la victime. » Ce sera la justice de dire s'ils ont raison de penser ça, mais on peut comprendre qu'ils pensent ça. Il y a des gens qui n'ont pas été protégés, qui ont été contaminés. Oui, mais est-ce que l'État n'est pas en faute ? C'est plus qu'une question. Question dans les commentaires, on va encore prendre quelques-unes juste avant de conclure ce live. Il y a cette question justement qui dit « Qui signe les contrats de renouvellement que vous évoquez précédemment, les contrats de renouvellement de masse ? C'est le directeur général de la Santé, le ministre ?» Là, en l'occurrence, sur ce contrat dont on parlait, je me souviens très très bien qu'on a retrouvé aussi une lettre de Dominique de Villepin, qui était donc Premier ministre à l'époque, et qui avait été alerté par les industriels qui disaient ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez vite, l'État met trop de temps, l'administration met trop de temps à faire bouger les choses, et nous étions post-2005, j'ai plus la date précise en tête, mais il était Premier ministre en 2005. Donc ça se retrouve dans l'enquête du Monde. Voilà. Et donc du coup, Dominique de Villepin avait incité dans une lettre très officielle qu'on a retrouvée, l'État, donc ses subalternes, c'est-à-dire au ministère de la Santé, au DGS, à aller encore plus vite dans la commande. Et donc c'est ce qui s'est passé. Il y avait vraiment une sorte d'urgence sanitaire à l'époque. Et ensuite, le contrat, comme tout contrat, ils sont prévus pour un certain nombre d'années. Et quand au bout d'un moment, il faut renouveler, il y a eu un nouvel appel d'offres. L'entreprise, dans l'occurrence, s'appelle Bakou Dalloz. Cette entreprise, l'appel d'offres, elle a été jugée, sa réponse a été jugée hors délai, dans mes souvenirs, je crois. Et donc, du coup, la commande n'a pas été renouvelée. Et dans tous les cas, il faut rappeler qu'il y a un moment, un petit peu plus tard, les appels d'offres ne seront plus jamais renouvelés parce qu'une grande partie d'entre eux portaient sur donc, les fameux masques FFP2 destinés aux professionnels. Et comme on l'a expliqué, la nouvelle doctrine a été de dire les FFP2, ce n'est plus à l'État de les commander. Donc par définition, les entreprises qui viennent nous réclamer des commandes de masques, c'est aller voir les hôpitaux, aller voir les SAMU, aller voir les EHPAD. Et sauf que les EHPAD, les hôpitaux, etc., ils n'avaient pas l'argent pour commander. Et ça a été le début du délitement. Question de Martin, qui dans les commentaires s'intéresse un peu au travail d'investigation et qui dit combien de temps ça prend pour réaliser ce type d'enquête entre le moment où vous avez les premières informations et la publication ces derniers jours dans le journal Le Monde. En fait, on a été alerté sur tout ça. On a fait un long portrait de Roselyne Bachelot dans Le Monde, dans lequel on l'a rencontrée très longuement et elle nous a expliqué ce qui s'était passé à son époque. Et on s'est dit, tiens, il y a quand même un truc qui se passe, quoi. Voilà. Et ça, c'était mi-mars, quoi, à peu près, juste après le confinement. Et donc, du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se mettre là-dessus. On l'a proposé au Monde. Le Monde nous a dit, vous avez toute la place que vous voulez, allez-y, foncez. Vous avez tout le temps et la place que vous voulez. Et donc, on a mis un mois à enquêter, à aller voir les gens. Compliqué en période de confinement, donc on a fait beaucoup de Skype, mais il faut aller voir les gens quand même, parce que pour obtenir des documents, ils ne vous les donnent pas par Skype. Donc il fallait aller voir les gens de visu, etc., dans les ministères, à droite, à gauche. Et in fine, il nous a fallu un mois pour réaliser cette enquête et une semaine pour l'écrire, ce qui est un délai très très court
pour une enquête qui fait 140 000 signes, c'est long, c'est presque un demi-livre, quoi. Donc du coup, on n'a pas chômé, Et il nous a manqué des choses, hein. L'enquête elle est longue et complète, mais il nous manque des éléments dedans. C'est la frustration. De toute façon, il faut admettre que le journalisme, c'est quelque chose d'imparfait. On est toujours frustré parce qu'on pourrait toujours faire mieux, on pourrait toujours faire plus. Nous, on n'a pas fait l'enquête parfaite. On a fait une enquête que j'estime, je pense, complète. Mais parfaite, non. La preuve, on reçoit plein de mails d'informateurs, en fait, qui nous envoient des nouveaux documents, des nouveaux rapports. On se dit, ah bah zut, si on avait su ça, on aurait ajouté ça, etc. Mais après, on n'en finit jamais. Il faut au moins avoir donné une vision à peu près complète de la situation. Je pense que c'est le cas. Mais je pense, par contre, il y a toujours de quoi enquêter, investiguer. Il y a d'autres médias qui ont pris le relais, d'ailleurs, après. Et c'est très bien. Et il faut que chacun s'y mette parce que, honnêtement, il y a ça, comment dirais-je, vous savez, il y a un peu un cliché dans la profession pour dire les gens ont le droit de savoir, mais c'est pas du poujadisme. Là, pour le coup, je pense que c'est la moindre des choses qu'on sache ce qui s'est passé avec ces stocks de masques dont on avait besoin et qui ont été détruits de manière incroyable. Alors vous êtes connu justement journaliste d'investigation, c'est-à-dire est-ce que des fois il y a des gens qui vous envoient des éléments comme ça, qui se disent ah bah tiens moi j'ai des choses à vouloir révéler, je suis scandalisé par ça, enfin des lanceurs d'alerte quelque part qui vont vous envoyer un mail avec des éléments, ça arrive des fois ça? On en a. Il faut bien admettre que ce ne sont pas toujours des informations de première main ou qui sont vraiment d'intérêt général. Ce sont souvent des intérêts particuliers. On les respecte, mais on n'a pas vocation à enquêter dessus. On reçoit d'autres éléments auxquels on devrait prêter plus d'attention parfois et qu'on ne fait pas parce qu'on est pris sur autre chose. Et on en reçoit qui sont intéressants sur lesquels on travaille. Donc c'est assez valable, c'est assez variable en fait. Mais on a un gros défaut que je considère comme étant un gros avantage aussi, c'est qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux avec Fabrice. On n'est pas sur Twitter. On n'est pas sur grand-chose, en fait, ni sur Facebook, ni autre chose. Et ça nous coupe... Vous y êtes en ce moment. Ouais, nous sommes ravis. Mais ça nous coupe, justement, de pas mal de réseaux d'informations qui pourraient parvenir à nous. Mais ça nous évite aussi de nous quereller parfois avec des gens qui ne seraient pas forcément d'accord avec tout ce qu'on dit. Oui, et puis on se dit que les gens qui veulent nous envoyer des informations ont les moyens de nous joindre. On a un site internet, nos adresses e-mail du monde sont connues par tout le monde. On est facile à trouver. Ça pose la question aussi du journaliste d'investigation. C'est alors peut-être d'un point de vue global, mais je pense que c'est peut-être intéressant de peut-être prolonger un peu l'idée là-dessus, c'est de se dire, parfois quand des gens vous envoient des éléments, il peut y avoir un intérêt personnel derrière. On peut parfois envoyer des éléments pour discréditer une personnalité politique, une entreprise ou autre. Comment on arrive à s'extraire de ces possibles conflits entre personnes qui pourraient profiter à d'autres et rester vraiment dans un travail d'information? Je sais que c'est pas évident. Donc... Non, mais surtout, je pense qu'il faut répondre à cette question de manière transparente. Faut pas se moquer des gens en faisant croire que on reçoit des informations qui seraient d'une pureté limpide, avec derrière aucun intérêt, etc. Non, c'est faux. Là, il faut plutôt partir du postulat inverse. Toute personne qui va me parler ou qui va m'envoyer une information, ou même que je vais solliciter, a un intérêt. On a tous un intérêt quand on parle, quand on s'exprime, quand on communique. Donc il faut déjà être tranquille par rapport à ça. Oui, bien sûr, que chacun a un intérêt qui peut être louable et qui peut être, je veux dire, moins respectable. Dézinguer un collègue pour prendre sa place, vouloir servir un intérêt politique au détriment d'un autre, etc. Donc comment faire par rapport à ça? Eh bien, si on part du principe que de toute façon, toute personne a un intérêt quelque part, plus ou moins grand, oublions ça. C'est important de le savoir, hein, il vaut toujours mieux savoir. D'où me parle cette personne? Pourquoi elle fait ça? Ok. Mais après, il y a comment dirais-je, le seul fil conducteur de nos enquêtes, c'est la véracité des informations. C'est-à-dire, c'est pas ce que la personne me dit, à la limite ce que me dit la personne, j'aime bien Macron, j'aime pas Macron, celui-ci a fait ça, etc. Ok, les gens parlent, ça ils ont le droit, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Qu'est-ce que vous avez comme fait précis à nous donner? Vous avez un document, vous avez une information précise que je peux recouper, et là, après le fait de savoir si la personne me donne un rapport, par exemple, nous on a publié dans notre série d'articles des rapports confidentiels. Le fait de savoir si la personne qui me donne le rapport confidentiel, elle est proche de tel ou proche de tel, sincèrement, ça devient secondaire. Parce que si j'entre dans cette logique-là, je ne prends plus aucun rapport. Parce que toute personne a un intérêt. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est d'utiliser le rapport, de le lire moi-même avec ma grille de lecture et ne pas être influencé par la personne qui va me dire « Alors, vous voyez, vous avez donné ce rapport, reprenez bien ce qui a marqué page 37, mais ne lisez pas avant, c'est pas intéressant. » Non, ça on n'achète pas. Donc voilà. Donc, ne pas se prendre trop la traite dans l'idée que des gens auraient un intérêt. Tout le monde a un intérêt. Par contre, se concentrer sur les faits, rien que les faits. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que quand on a produit notre premier article, donc lundi dernier, le 4 mai je crois, j'ai commencé à lire un petit peu les réactions des lecteurs du Monde. Et il y a certaines réactions étaient « Ah, avec Davet et l'homme, à nouveau, ça va taper sur Sarkozy. Forcément, le coupable sera Sarkozy. » Or, si on continue la liste des enquêtes qu'on a faites depuis les 5 jours suivants,
on s'aperçoit que justement, on réhabilite plutôt l'action des ministres sarkozystes. Donc, c'est bien pour dire qu'il n'y a pas d'intérêt de notre côté à agoniser d'injures ou de faits désagréables telle ou telle majorité politique. Les faits, rien que les faits, juste les faits. Quoi. Et la question des pressions aussi, c'est ce qu'on pense souvent quand on parle de journalistes d'investigation, c'est que justement parfois vous révélez des choses qui vont, on va dire, d'un point de vue politique, qui peuvent être, pas dire détruire des carrières, mais des industries ou autres. Comment on arrive à éviter ça? Parce que quelque part, il peut toujours y avoir des pressions pour que vous ne puissiez pas publier quelque chose ou autre. Oui. Comment on s'en détache? Alors, les pressions, d'abord, c'est exact. Je suis très tenté de faire la même réponse que par rapport aux gens qui voudraient nous manipuler. Les pressions, elles sont consubstantielles à notre métier. Surtout quand on est journaliste d'investigation ou d'enquête. On est là pour gratter là où ça fait mal. On est un peu des emmerdeurs, tous les journalistes d'enquête. C'est normal. Vous savez quelque chose, même si vous ne faites pas exactement le type d'enquête que nous. Mais... exactement. Ouais. On embête un peu les gens, quoi, voilà, parce qu'on révèle des choses, ça les dérange, etc. Donc, déjà, si on ne veut pas avoir de pression, on fait un autre métier. Il y en a plein d'autres. On oublie ce métier-là. Et deuxièmement, on n'aime pas trop parler de ça, nous concernant, parce que nous, on est dans un grand journal qui fait qu'on a des procès. Par exemple, il y a des avocats qui sont pris en charge financièrement par le journal qui vont nous défendre. D'accord, il y a des plaintes, c'est exactement. Vers le média, pas vers vous. Exactement. Enfin, c'est vers nous aussi, mais on est sécurisé juridiquement. On a des avocats excellents, par ailleurs, évidemment. Pour un grand journal comme ça, c'est normal. Pareil, quand on fait des livres avec une grande maison d'édition comme Fayard, on est protégé. Les journalistes indépendants, déjà, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de résister ou de subir ces pressions. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il faut faire preuve de décence. Moi, je dis, il faut faire preuve de décence. On vit en France, on travaille en France. En France, on n'assassine pas les journalistes. Et moi, je me vois mal me plaindre aujourd'hui pour dire, on m'embête, on m'a fait un procès, on a été menacé de mort, etc. Quand on pense à ce que font les journalistes à Malte, les journalistes en Russie, en Corée du Nord, vous pouvez prendre tous les pays du monde, en Chine, honnêtement, je ne dis pas que tout est parfait, je ne dis pas que tout est rose, hein, mais je dis qu'il faut parfois relativiser nos récriminations et nos complaintes. Ça peut être plus des convocations. On l'a vu par exemple avec Ariane Chemin, qui travaille au Monde, qui avait été convoqué par la DGSI du tournoi Benalla, ou Disclose également par rapport nous, on avait été convoqués 2 ans avant par la DGSI aussi. Et pareil, sur une affaire, sur un document confidentiel de défense qu'on avait sorti, c'est Défense nationale, secret défense qu'on avait sorti dans Le Monde. On avait été convoqué par la DGSI a fait son boulot, ça s'est terminé par un rappel à la loi. Ouais. Si vous voulez, honnêtement, moi je suis comme Fabrice, un peu de décence, c'est pas grave d'être convoqué à la DGSI, ils font leur boulot, et nous on dit secret des sources, et en général ça s'arrête là. Quoi. Et on n'est pas placé en garde à vue. Voilà, il n'y a pas de garde à vue, c'est peut-être pas très politiquement correct de dire ça, mais moi ils font leur boulot, quoi, les policiers. Et l'État fait son boulot en essayant de contrecarrer aussi nos incursions dans leur travail. Et nous, on fait notre boulot en allant chercher les choses. Et de protéger les sources, c'est un truc important, c'est la protection des sources. C'est l'essentiel. Et on a ça en France. Et dernière chose importante aussi, qui est consubstantielle à la pression, c'est qu'on travaille au Monde. Et au Monde, on a cette chance d'avoir un grand journal qui nous protège et également d'avoir une indépendance et une zéro pression. Quand on nous a demandé d'enquêter et qu'on leur a proposé d'enquêter sur ça, ils auraient pu dire, le pouvoir aurait pu dire, même les actionnaires auraient pu dire quoi que ce soit. Ah, mais vous allez tailler des noises à Emmanuel Macron, etc. La vérité, c'est que personne ne nous dit rien. Du moment que les faits sont les faits, on publie ce qu'on veut au Monde. Il y a une indépendance totale, et ça, c'est génial. Et on a Guillaume qui rebondit, est-il courant de faire appel aux renseignements afin de commencer des enquêtes journalistiques? De faire appel au renseignement, c'est-à-dire... Au service de renseignement. C'est ça l'idée, c'est une question sur les... On fait pas appel, nous, on va les voir. C'est-à-dire qu'on va voir tout le monde, de A à Z, du fonctionnaire de base de la préfecture au patron des services de renseignement. On va voir absolument tout le monde. C'est ce qu'on appelle aller chercher des informations, aller chercher des sources. Et ensuite, on obtient des informations. Et ces informations-là, on les vérifie, on les contextualise. Donc ça n'a rien de scandaleux, c'est le travail de journaliste. Voilà. Mais c'est pas facile parce qu'il faut bien comprendre qu'on va voir des gens qui officiellement souvent n'ont pas le droit de parler. Donc après, c'est la difficulté du métier et aussi son intérêt. C'est comment je vais convaincre une personne qui a des informations intéressantes de par son poste à me faire confiance alors qu'il peut se mettre en risque par rapport à sa hiérarchie, etc. Et d'où l'importance du secret des sources. Ça, c'est vraiment sacré chez nous. C'est qu'une personne qui nous donne des informations, en échange, on la protège quoi qu'il arrive, et jamais son identité ne sera et ne doit être révélée. Ça, c'est un fondement sacré du journalisme. Pour conclure ce live, peut-être un peu une question ouverte de se dire, qu'est-ce que vous avez ressenti au travers de cette enquête, en 5 parties? C'est quoi le ressenti que vous avez sur la gestion de cette crise sanitaire, sur la gestion politique? Et on ne parlerait pas forcément seulement de ce quinquennat-là, mais de ces 20 dernières années, vu que c'est une enquête aussi au long cours qui part du début des années 2000 jusqu'à 2020. Alors, on peut répondre chacun, mais moi j'y vois 2 choses intéressantes. C'est le rôle du politique, je le réévalue à la lueur de cette enquête, c'est-à-dire que le politique a un rôle essentiel en France, c'est lui qui impulse une politique administrative ensuite. On voit bien que quand des directives claires
et volontaristes sont donnés sur le plan politique, l'administration suit derrière, même si elle met du temps. Et donc, du coup, quelque chose se crée, et c'est ce qu'on a vu sous Bachelot, sous Bertrand, etc. Donc, ça, pour moi, ça me paraît essentiel. Hein. Et le deuxième aspect, c'est que je pense qu'effectivement, il y a dans cette histoire tous les ressorts, n'en déplaise à M. Guérini, il y a tous les ressorts d'un scandale parce que c'est une crise sanitaire évidemment sans précédent, et que la France s'est retrouvée démunie à un moment où elle avait besoin de la protection de l'État. Voilà. Oui, et moi, justement, pour rebondir là-dessus, moi, ce qui m'a frappé, c'est que je sais qu'on est parti dans cette enquête, alors vraiment, pour le coup, sans aucun a priori, pour une bonne raison, c'est qu'on ne connaissait rien à rien, c'est pas notre secteur, et qu'en plus, on n'avait pas de source. Donc, on n'avait pas d'a priori. Et même, je me rappelle très bien, avec Gérard, on s'est dit au début, on va essayer de faire quelque chose de sérieux pour le Journal Le Monde, parce que c'est un journal sérieux, avec du recul, etc. Mais il faut être honnête sur cette enquête-là. Pour le coup, ça va pas faire scandale. On va pas trouver de secret d'État. On va pas faire trembler la République. On n'est pas dans l'investigation comme on peut la rêver ou l'imaginer parfois de manière caricaturale. On s'est dit, on va faire un truc plutôt très sérieux, très très rigoureux sur la politique sanitaire de la France. Et en fait, alors vraiment, c'est pas nous qui l'avons cherché, mais on s'est aperçu qu'en fait, c'est ce qu'on mettait au jour. Oui, ça, honnêtement, je vois pas comment on peut l'appeler autrement. Ça a les ingrédients d'un scandale d'État. Quand on explique comment sciemment l'État s'est désarmé et en est venu à détruire des stocks qui étaient valables et qui pouvaient sauver des vies, je ne vois pas comment on appelle ça autrement. Une enquête donc en 5 points à retrouver donc dans les colonnes du Monde, et aussi donc en replay dans ce Facebook Live où on a abordé, je le dis pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, vous pouvez retrouver dans quelques instants le replay de ce Facebook Live où on a abordé donc toutes ces questions sur 20 ans de gestion sanitaire, sur la question des masques, et un peu élargi à une réflexion globale, parce qu'il y a la question des masques, mais ça touche aussi d'autres sujets dans la gestion de cette crise sanitaire. Donc ça, vous pouvez le revoir en replay dans quelques instants, dans les colonnes du Journal du Monde, c'est ce que je vous disais. Et puis également, on avait rencontré aussi Edoui Plenel, hein, qui avait sorti cette enquête sur le fiasco des masques, on avait fait un live aussi avec lui il y a de cela un mois. Vous pouvez le retrouver également en replay sur notre page Facebook et sur notre compte YouTube, une enquête que vous avez été très nombreux à lire sur Mediapart, mais aussi dans le Facebook Live qu'on avait pu faire, et c'est aussi encore archivé, donc comme l'ensemble de nos directs, vous pouvez toujours en retrouver l'intégralité. Je sais qu'il y a certaines personnes qui me disent, voilà, j'arrive en cours de live, comment je fais pour revoir ce qu'on a évoqué précédemment? Bien, toujours en replay. Cette vidéo, dans quelques instants, quand on va la conclure, vous rafraîchissez la page et vous pouvez retrouver directement l'intégralité en replay. C'est également en replay sur Twitter Live, donc sur notre compte Twitter Brut Officiel, et probablement dans les prochaines heures sur notre chaîne YouTube Brut Officiel également, sur lequel vous pouvez retrouver également beaucoup de documentaires très intéressants sur notre chaîne YouTube. Merci à vous, messieurs. Merci à vous. Merci Rémi. Merci Gérard Davet, merci Fabrice Lhomme. Hein, je rappelle, un grand reporter au Monde pour cet entretien, et on rappelle donc en replay tout de suite. Très bonne journée à tous ceux qui nous ont suivis, et très bonne journée à vous, messieurs. Merci. Bonne journée.